qu'une simple rencontre. C'est un affrontement de stratégie, une démonstration de force où chaque détail compte. Des paroles échangées aux moindres arrangements logistiques, tout est pensé pour impressionner. Au cœur de cette mise en scène, les avions présidentiels s'imposent comme de véritables symboles, incarnation du pouvoir, de la supériorité technologique et de la fierté nationale de chaque camp. Alors, entre l'iconique Air Force One et le robuste Ilyushin Il-96-300 PU russe, lequel domine véritablement? Si le verdict dépend souvent des préférences individuelles, une analyse approfondie de leurs caractéristiques, capacités et histoires respectives nous plonge dans une comparaison aussi captivante qu'instructive. Chaque fois que le président des États-Unis doit voyager par avion, il utilise un appareil connu sous le nom d'Air Force One. Bien que cet indicatif puisse être utilisé pour tout avion transportant le président, il est communément admis qu'il fait référence aux deux Boeing 747 géants à bord desquels le président peut voyager. Bien qu'ils soient basés sur le Boeing 747, ces avions spécialement construits sont connus sous leur nom militaire de VC-25, car ils appartiennent à l'US Air Force et sont exploités par celle-ci. Ces deux appareils sont entrés en service à la fin des années 80 et sont de véritables mastodontes. Avec son design extérieur signé Raymond Loewy et son intérieur imaginé par Nancy Reagan, il est devenu un symbole de la puissance américaine. Donald Trump, pourtant connu pour son goût prononcé pour les changements, a renoncé à modifier la célèbre livrée bleue et blanche sous la pression publique, préservant ainsi cette image iconique. Avec une longueur de plus de 70 mètres, une hauteur de 19,35 mètres et une envergure de presque 60 mètres, le VC-25 est un avion très grand. Ajoutons à cela un poids maximum au décollage de 377 000 kg. Cet avion a besoin de moteurs très puissants. Et il en a. 4 turboréacteurs General Electric CF6 propulsent cet appareil à travers les airs. Avec la capacité de chaque moteur à générer une poussée de 56 700 livres-pieds, le VC-25 est incroyablement rapide pour un avion de sa taille, atteignant des vitesses de 0,92 Mach. Mais ce n'est pas tout ce que le VC-25 peut faire. Bien que plus de 100 personnes voyagent généralement à bord d'Air Force One à tout moment, cela reste bien moins que la normale. Grâce à cela, l'avion peut transporter beaucoup plus de carburant grâce à des réservoirs modifiés. En conséquence, le VC-25 peut parcourir jusqu'à 12 550 km avant de devoir se ravitailler. Et cet avion n'a même pas besoin de s'arrêter pour faire le plein. Comment cela est-il possible? Grâce à sa capacité de ravitaillement en vol, la limite de temps que le VC-25 peut passer dans les airs dépend seulement des provisions et du temps que le président souhaite passer dans le ciel. Ainsi, l'avion peut voler pratiquement n'importe où dans le monde. Mais comment cela se compare-t-il à l'avion de Vladimir Poutine? En Russie, l'avion présidentiel est appelé avion numéro 1. L'appareil choisi pour cette mission spéciale est l'Ilyushin Il-96-300 PU. Introduit pour la première fois dans les années 1990, l'Ilyushin est un héritage direct de l'ère soviétique. Bien que des améliorations aient été apportées au fil des ans, notamment avec l'ajout d'équipements de communication avancés et de défense électronique, l'avion conserve des traits qui reflètent l'histoire de l'aviation russe. Sa livrée blanche ornée des couleurs du drapeau russe, bien que simple, confère une certaine élégance qui contraste avec le design plus fonctionnel de l'Air Force One. Bien que le 296 ait une envergure légèrement plus grande, de 60,14 mètres, il est beaucoup plus court que son homologue américain, avec une longueur de 55,27 mètres. En plus d'être plus court, l'avion est également beaucoup moins puissant. L'Ilyushin II-96 est propulsé par 4 turboréacteurs Aviat Vigatel PS-90, générant environ 35 000 livres-pieds de poussée chacun. Comparé à l'Air Force One, cela représente environ 60% de poussée en moins et près de 136 000 kg de moins pour son poids maximum au décollage. De plus, est également légèrement plus lent que le VC-25, avec une vitesse maximale de 0,422 Mach. Cependant, le 296 est censé avoir un léger avantage en termes de performance. Il aurait une portée maximale de près de 14 000 km, soit environ 2 000 km de plus que celle du VC-25. Cependant, en l'absence de capacité de ravitaillement en vol, Poutine devrait atterrir là où le président Trump pourrait rester en l'air. Malgré le fait que le VC-25 dépasse le 296 sur de nombreux points clés, à quoi ressemble-t-il à l'intérieur? De l'extérieur, Air Force One peut impressionner, mais l'intérieur est un tout autre monde. Pour monter à bord de l'avion, il y a 2 rampes. La principale, à l'avant, est réservée au président et à sa famille, tandis que l'arrière est destinée au personnel de soutien, à la sécurité et à la presse. Une fois que le président monte à bord, il se retrouve immédiatement dans un long couloir. En tournant, il arrive dans la salle à manger centrale. Ici, il y a suffisamment de sièges pour accueillir plus de 100 membres du personnel, de l'équipage et des invités. Le menu est choisi par le président et les chefs, dans 2 cuisines situées de part et d'autre de la salle à manger, préparent des repas exquis avec les ingrédients les plus frais. Passé la salle à manger, on trouve une zone passager qui ressemble à ce qu'on pourrait voir dans un avion commercial. Ici, la presse, le personnel supplémentaire et la sécurité prennent place.
À l'arrière de l'avion se trouvent également de petites salles de conférence et des bureaux équipés d'ordinateurs, de téléphones et de téléviseurs. Au total, Air Force One dispose de 85 lignes téléphoniques et de 19 téléviseurs. Une fois que le président américain a visité l'arrière de l'avion, il peut se diriger vers ce que l'on appelle le bureau ovale dans le ciel. Bien que plus petit et moins impressionnant que le bureau ovale, la suite présidentielle à bord d'Air Force One est très spacieuse. Avec un grand bureau, le président peut rencontrer d'autres politiciens, dignitaires et invités de marque. Après avoir terminé ses réunions, le président peut se retirer dans sa chambre où il dispose d'un lit de place et d'une douche à l'italienne. De plus, il y a une salle d'opération entièrement équipée à l'avant de l'avion, avec un médecin et une infirmière présents à chaque vol en cas d'urgence. Mais comment l'intérieur de l'avion de Poutine se compare-t-il à cela? Bien que l'avion de Poutine soit plus petit qu'Air Force One, sa flotte de 5 avions Ilyushin Il-96-300 PU est une véritable vitrine d'opulence. À l'intérieur, on trouve une grande salle à manger centrale et plusieurs bureaux, offrant des commodités similaires à celles du VC-25. Cependant, c'est dans les détails de la décoration que le II-96 se distingue. Contrairement au design épuré et modeste d'Air Force One, l'intérieur du II-96 est un chef-d'œuvre d'extravagance. Des panneaux sculptés à la main représentent des scènes du folklore russe, chaque surface étant bordée d'or pur. Même les tapisseries et les bordures le long des murs reflètent cette richesse. Des œuvres d'art rares, soigneusement sélectionnées, ornent les murs, conférant à l'avion une allure de musée volant. Sur le plan fonctionnel, le II-96 dispose d'une salle d'opération entièrement équipée, d'un grand bureau présidentiel et d'une chambre privée avec un lit king size. Toutefois, un point faible notable est sa cuisine unique, qui ne sert que des repas préemballés, une situation fréquemment critiquée par le président Poutine. En revanche, comme pour le VC-25, les protocoles de vol incluent toujours un avion supplémentaire pour transporter les membres moins prioritaires de la délégation et servir de secours en cas de panne. Un exemple marquant remonte à 2005 lorsque Poutine a dû utiliser cet avion de secours après une défaillance des freins sur son appareil principal. Les deux avions partagent également une autre caractéristique. Ils sont escortés par des chasseurs pour assurer la sécurité du chef d'État et dissuader toute menace. Cette pratique, bien que coûteuse, est considérée comme standard pour les déplacements des leaders mondiaux. Cependant, les approches diffèrent entre les deux nations. Aux États-Unis, le convoi présidentiel inclut plusieurs avions cargo pour transporter les véhicules et équipements nécessaires. En Russie, un troisième avion précède toujours les deux autres. Celui-ci transporte une équipe de sécurité avancée pour sécuriser l'aéroport d'arrivée, ainsi qu'un groupe restreint de mécaniciens de confiance spécialement désignés pour travailler sur l'avion présidentiel. Cette précaution vise à éviter tout risque de sabotage, un souci constant pour Poutine. Mais que peuvent faire ces avions en cas d'urgence? Étant donné que chaque avion sert de poste de commandement aéroporté, le VC-25 et le II-96 disposent d'un équipement de communication suffisant pour continuer à gouverner leurs pays respectifs depuis les airs en cas de guerre nucléaire. De plus, tous les systèmes électroniques et câblages des deux avions sont renforcés pour résister aux radiations et aux impulsions électromagnétiques. En dehors des mesures de défense, le VC-25 est connu pour être équipé de fusées éclairantes, de paillettes et d'autres mesures de défense passive contre les missiles. Bien qu'il soit inconnu si l'un ou l'autre de ces avions est armé, cela reste une possibilité, bien que peu probable compte tenu des escortes armées qui les accompagnent. Il est difficile de déterminer lequel serait le plus efficace en cas de crise comme une guerre nucléaire. Les deux sont des appareils très capables, dotés de solides mesures de défense et d'équipements de communication, permettant à leur président de continuer à gérer la situation depuis les airs. Cependant, en raison de la taille beaucoup plus grande du VC-25 et de sa capacité à se ravitailler en vol, il serait certainement le meilleur choix en période d'incertitude. Mais une question se pose alors. Combien ça coûte d'entretenir ces deux mastodontes? Le coût des deux avions reflète également les différences économiques et stratégiques des deux nations. Chaque VC-25 a coûté 325 millions de dollars dans les années 1980, soit plus d'1 milliard de dollars actuels en tenant compte de l'inflation. Les coûts d'exploitation sont tout aussi impressionnants, environ 210 877 dollars par heure de vol. Ces chiffres incluent les mises à jour régulières nécessaires pour maintenir l'avion à la pointe de la technologie. L'Ilyushin Il-96-300 PU, en comparaison, affiche des coûts bien inférieurs. Les estimations pour le modèle introduit en 2021 varient entre 70 et 550 millions de dollars. La fourchette supérieure semblant plus réaliste compte tenu des équipements embarqués. Toutefois, une part importante de ce coût est allouée à son intérieur luxueux, ce qui réduit probablement l'investissement dans les systèmes électroniques avancés par rapport à l'Air Force One. Je me dois d'ajouter un autre point négatif à l'Ilyushin Il-96-300 PU, dû aux événements actuels en Ukraine. Alors que le président américain bénéficie d'une liberté de mouvement presque partout dans le monde grâce à sa longue liste d'alliés, le président Poutine ne peut pas voyager où il le souhaite, même dans son avion. Pourquoi ? Juste après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, plus de 36 pays, dont les États-Unis, le Canada, la majorité de l'Europe et d'autres,
ont interdit à tous les avions russes de survoler leur espace aérien dans le cadre des sanctions imposées à la Russie. En réponse, la Russie a également interdit son espace aérien aux compagnies aériennes de ces pays. En plus des sanctions, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine l'année dernière pour la déportation forcée d'enfants ukrainiens, ce qui pose un autre problème à Poutine. Bien que Vladimir Poutine ne soit pas interdit, à proprement parler, dans les 124 pays signataires du statut de Rome qui intègrent la CPI, il devrait probablement éviter d'y aller. En raison de ce mandat d'arrêt en suspens, tout pays que Poutine visite et qui est signataire du statut de Rome est obligé de l'arrêter. Cependant, l'application de cette obligation varie. Par exemple, lors de la visite de Vladimir Poutine en Mongolie le 3 septembre 2024, les autorités mongoles ne l'ont pas arrêté, malgré leur statut de membre de la CPI. Cette situation illustre les défis liés à l'exécution des mandats d'arrêt de la CPI.